Bienvenue sur Ascenseur, le podcast qui te présente tes modèles de réussite. Ascenseur, c'est 3 femmes qui s'unissent pour mettre en lumière des parcours qui inspirent, qui motivent et qui rassemblent. N'est-ce pas, Teg? Exactement, Diary. Nous sommes persuadés qu'on a besoin de repères pour y voir plus clair. Nous sommes aussi persuadés que les récits de vie peuvent être une cause pour révéler notre potentiel. Pas vrai, Awa? Clairement, on partage une vision selon laquelle chaque femme peut créer sa propre réussite. À chaque épisode, nous vous proposerons des parcours de femmes qui ont réussi à leur manière. Bonne écoute! You can't be what you can't see. Cette citation de Mariam Wright Edelman est la phrase que notre invitée Jenny Bell nous a partagée lors de notre première rencontre. Parce que c'est vrai, on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Et vous imaginez bien que ça nous a profondément marqué parce qu'elle résume l'essence même d'Ascenseur. À travers chaque épisode, nous mettons en avant des modèles pour que vous puissiez vous en inspirer et surtout devenir plus que les stéréotypes veulent nous faire croire. Par l'histoire de Jenny Bell, on a découvert une femme qui incarne la confiance et l'indépendance. Une femme qui sait ce qu'elle vaut et qui ne s'excuse pas d'exister. Elle a même décidé de suivre son propre chemin en s'installant en Colombie. Dans cet échange, elle nous rappelle à quel point se sentir légitime, ce n'est pas une question de validation extérieure. C'est une posture, un choix, un ancrage. Jenny Bell a décidé de ne pas se limiter, de faire entendre sa voix et de prendre sa place pleinement. Et nous sommes persuadés que cet épisode vous donnera envie d'en faire autant. Bah alors, Jenny Bell, je commence avec cette question. Qui es-tu? Alors, qui est-ce que je suis? Alors je m'appelle Jenny Bell, j'ai 37 ans. J'habite, en Colombie depuis 6 ans maintenant. Je suis professeure d'anglais. Voilà, c'est comme ça que je me présenterais quand pour une présentation rapide, hein. Après, je suis aussi quelqu'un qui adore voyager, qui adore, lire, qui adore, Heu, tout un tas de choses. Je fais beaucoup de pâtisserie, je fais de la couture. Voilà, c'est un petit peu, je pourrais parler des heures aussi sur, les choses que je fais à côté, mais sinon pour résumer, voilà, je suis Diana Bell, 37 ans. Eh ben super présentation. Alors, comme tu viens de nous le dire, tu es professeur en Colombie, c'est ça? Oui, c'est ça, professeur d'anglais dans un lycée français à Bogota. Oh, c'est chouette ça, ce parcours. En tout cas, moi, j'en avais jamais vu et je ne connais pas de personnes qui sont professeurs d'anglais à Bogota. Dis-nous, tu as commencé en France, puis après, tu t'es retrouvée en Colombie. Comment? On est bien curieuse en tout cas. Oui, alors en fait, moi, j'ai eu un parcours assez, classique finalement. J'ai commencé en fait après un bac ES en France à aller, en licence d'anglais parce qu'en fait, j'aimais beaucoup l'anglais, c'était vraiment mon truc, j'ai toujours aimé les langues, je me souviens encore en 5e, je traduisais les chansons de R&B, des dessins animés et tout. C'était vraiment mon truc, je voulais vraiment comprendre en fait ce que les gens disaient, quoi. Oui, oui. Et du coup, je me suis orientée vers une licence parce que c'était aussi tout ce que je connaissais, parce que moi, j'ai des parents qui ont pas fait des études. Donc en fait, c'était le chemin un peu classique du bac et ensuite, l'université. Donc après j'étais super contente, hein. J'ai fait une licence LLCE, anglais. J'ai pu partir, en échange universitaire en Angleterre. Donc ça m'a permis vraiment de mettre en pratique, l'anglais que j'avais appris finalement qu'à l'école et à travers les chansons, les films et cetera et c'était finalement, la première expérience, à l'étranger, en dehors de mon pays d'origine. Donc c'était vraiment toute une découverte et ça m'a vraiment ouvert sur le monde, ouais, juste sur le monde, en fait. À la fois sur l'anglais, mais aussi sur toute la culture qui entoure, l'Angleterre et puis, oui, l'expérience universitaire, en fait, qui est complètement différente en Angleterre qu'en France. Donc après ça, j'ai fait un master recherche, en anglais, en littérature américaine et civilisation américaine, parce que j'ai toujours été passionnée, en fait, par les auteurs, américains et notamment afro-américains et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur Toni Morrison. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une autrice, afro-américaine qui a un prix Nobel et en fait, ça a été un gros, gros, gros coup de cœur et donc j'ai beaucoup travaillé sur ses romans.
Et en fait, comme j'avais eu déjà l'expérience de partir en Angleterre, je me suis dit: «Bon allez», quand je suis rentrée en France, je me suis dit: «Bon, j'ai envie de repartir». Parce que c'est quand ça te pique, en fait, après voilà, c'est à vie, quoi. Donc je me suis dit: «Bon allez, j'aimerais bien repartir» et puis finalement, entre le retour en Angleterre et ensuite mon autre départ, il s'est écoulé qu'un an et demi. Donc Ah oui! ouais, j'ai postulé pour faire mon année de master aux États-Unis cette fois et du coup, j'ai été prise et j'ai passé un an en Caroline du Sud, à Charleston. Là, Waouh! c'était vraiment, ouais, là, c'était vraiment Incroyable. autre chose parce que c'était tout ce qu'on voyait dans les films et dans les séries, le campus à l'américaine, les cours et Waouh. puis j'y allais en master donc j'avais vraiment enfin, il y avait des cours en petit comité où en fait, tu discutes avec le prof, On est où sur la c'est réflexion, on n'est plus, que sur de l'instruction pure et dure. Vraiment, il y a un échange. exactement, exactement, c'était vraiment en fait, ta parole compte, on t'écoutait. Mmh. Enfin, en fait, je me souviens d'un cours en littérature où chacun devait lire un livre différent et en fait, on devait donner un retour sur le livre avec les problématiques qui sont soulevées et cetera et en fait, étant donné qu'on avait chacun un livre différent, enfin, il fallait qu'on donne, vraiment notre perception et qu'on fasse un vrai travail sur le livre et les autres prenaient des notes. Donc ça, c'est ce que j'avais jamais vraiment connu ça en France parce que c'était toujours assez, le prof qui a le savoir et puis les autres qui écoutent. Là, c'était une dynamique nouvelle. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup, beaucoup lu aussi parce que la charge de travail était vraiment intense et puis voilà, j'ai passé une super année et quand je suis rentrée, en fait, j'ai toujours eu envie d'être prof, en fait et donc la suite logique, c'était de passer le CAPES. Donc j'ai passé le CAPES en 2011 et puis, voilà, je l'ai eu, du premier coup et voilà et en fait, j'ai commencé à enseigner. En fait, j'avais, 23 ans, je crois. Ouais, Waouh! 23 ans. 23 En ans? fait, j'ai commencé à 23 ans et directement, j'ai été affectée, dans un lycée. Waouh! Donc en fait, OK, waouh. mes plus vieux élèves avaient 18 ans, quasiment, parce que les terminales qui sont nées finalement, ou qui ont redoublé une année, bah, ils ont vite, 18 ans, quoi. Donc c'est assez particulier, Incroyable. mais Et c'était où? finalement C'était en Île-de-France? oui, c'était en région parisienne, enfin, c'était dans les Yvelines. OK. Donc OK. c'était un super lycée en plus, international, voilà, avec plein de voyages organisés et cetera et puis, oui, j'avais des élèves qui étaient vraiment super. Après c'est vrai qu'à 23 ans, on se dit: «Oui, mais finalement la différence d'âge, n'est pas énorme», mais c'est une question de posture, en fait. C'est une question de, Mmh. on est le professionnel dans la pièce et puis en face, on a des élèves et même s'ils sont enfin, ils ont quasiment le même âge, bah, la posture fait qu'il y a un respect qui s'instaure et puis c'est à nous aussi, en tant que professeurs, d'installer, en fait, cette dynamique-là. Donc enfin, ça s'est super bien passé, voilà, c'était une année, super cool de découverte aussi du métier vraiment et ouais, d'être dans un établissement dynamique aussi, ça m'a vraiment permis d'avoir plein d'idées sur les projets qu'on peut faire, sur les voyages, les échanges à l'international. Ça a été vraiment, vraiment une super expérience. Après ça, bon, bah, heu, j'ai été affectée dans des collèges, j'ai eu des collèges pendant 2 ans et ensuite j'ai eu ce qu'on appelle un poste fixe. Donc j'ai eu une affectation fixe dans un poste en lycée dans les Yvelines. Donc voilà, donc là, c'était bien aussi, c'était confortable, on va dire, d'avoir son poste fixe, d'avoir ses habitudes et cetera et puis, j'ai pu développer des projets aussi parce que je savais que je restais dans cet établissement. Voilà, j'avais des projets de voyage, emmener les élèves, en Angleterre chaque année, j'ai fait des échanges, épistolaires avec, des lycées aux États-Unis. Oh! Voilà, donc c'était Mmh. super, en Mais fait. C'était j'imagine. une bonne expérience. Qu'à 23 ans, moi, je sais pas, quand je me mets un peu à ta position, à 23 ans, je me j'avais pas, je pense, assez de maturité pour me projeter Mmh. rien que dans un poste Mmh. d'encadrement parce que généralement en master, Mmh. on te donne tout de suite un peu des responsabilités cadres et je pense Mmh. que j'aurais encore moins, la prestance ou en tout cas, comme tu dis, la posture de pouvoir, si j'avais envisagé, des études, d'enseignement et bah, de pouvoir enseigner des gens qui ont 5 ans de moins que moi. Tu vois? Parce que Oui. quand même à 17-18 ans, c'est des personnes qui peuvent te dire,
Oui, mais tu as pratiquement le même âge que moi. En plus, à 23 ans, C'est on ça. reste quand même, on a une apparence qui reste quand même assez jeune, j'ai envie de dire, même si Mmh. là, tu ne fais pas du tout ton âge, j'ai envie de dire. Merci. Mais et moi, ça me scotche, hein. 23 ans, déjà, se poser devant une classe. Et en plus, à l'époque, c'est combien? On est déjà à des effectifs de 30. Oui, en fait, c'était des classes déjà entre 35 et 38. Waouh! C'était un bon établissement, donc en fait, il y avait pas vraiment de C'est mesure énorme. de on divise les classes et cetera. Mais j'ai eu de la chance parce que, il y avait tout un dispositif en fait pour, renforcer les langues dans cet établissement-là et Mmh. donc toutes les classes que j'avais étaient dédoublées. Donc j'avais des groupes de 17, 18 en face de moi. Donc ça, c'est parce que j'étais prof de langue. Alors que, pour les autres matières, en histoire, géographie, en maths, c'était la classe entière, en fait, qui Mmh. était, entre 37 et 38. Donc c'est énorme et en fait, les langues, il n'y a pas de secret, hein. Il faut être en petits groupes, il faut pouvoir pratiquer, il faut pouvoir, échanger et cetera. Donc ça peut pas être, c'est pas possible pour un groupe de 38, de pouvoir avoir ces opportunités, en fait, d'échanger et de mieux apprendre. Mmh. Donc Mais tu disais que tu avais toujours voulu être prof. Mais pourquoi? ouais. Bah, en fait, je pense qu'il y avait un mélange de plusieurs choses. Disons que, j'ai toujours aimé, en fait, partager, discuter, j'ai toujours aimé, bah, l'anglais aussi. Mmh. Hem, c'est vrai que c'est quelque chose, finalement qui me vient naturellement, mais bah, j'ai 2 petits frères et 2 petites sœurs aussi. Donc enfin, voilà, j'ai finalement dû, «éduquer» entre guillemets toute ma vie. C'était aussi finalement, quand j'y repense aujourd'hui, un choix qui était peut-être, le choix de, ma mère, le choix de mon père, le choix finalement que, mon environnement a fait que c'était un choix qui était, comment dire? Et c'est Acceptable aussi et un Mmh. choix qui allait convenir à la vie, qui m'était destinée. J'entends par ça, finalement, être prof, c'est avoir les vacances scolaires, c'est avoir un emploi du temps où on finit pas trop tard, c'est ne pas être cadre et finir à 20 heures, par exemple et donc ça convenait pour une femme et dans la perspective d'être mariée et d'avoir des enfants. Donc ça, c'est un métier finalement qui est d'ailleurs c'est un métier de femme, hein. Il y a beaucoup de femmes qui totalement. sont enseignantes Mmh. et en fait, c'est entre guillemets «un métier», oui, qui permet d'avoir une vie familiale, de combiner une vie familiale assez facilement finalement. Mmh. Parce que tu peux avoir des horaires, enfin, tu es 18 heures devant élèves et le reste du temps, tu peux être à la maison. Je sais que j'ai beaucoup de collègues, femmes qui ont leur mercredi, par exemple. Tu travailles entre guillemets «pas le week-end». Enfin, même si tu corriges des copies et cetera. Mais voilà, c'était aussi un métier qui était, je pense inconsciemment, que j'ai choisi parce que c'était un métier acceptable et qui allait faire plaisir finalement en mon entourage proche. Parce qu'il y avait cette vision de: «Ah oui, elle est professeure et puis comme ça, voilà, elle pourra avoir un mari et des enfants et combiner, sa vie professionnelle là et puis, et voilà». Parce que je me souviens que petite, j'avais évoqué le métier, d'avocat, j'avais évoqué, le métier de journaliste aussi, mais c'est vrai que j'avais rencontré quand même pas des refus, mais des oppositions, quoi. «Ah oui, mais non, avocat, tu travailles beaucoup et puis les avocats sont des menteurs, sinon le métier de journaliste, ah mais non, mais tu peux beaucoup voyager, donc non, c'est compliqué» et en fait, prof, voilà, c'est passé et puis je savais enfin, inconsciemment, je savais que ça allait convenir aussi, Mmh. à ma famille et cetera. Mais après, je reste très contente, en fait, de faire ce métier. Moi, c'est un Oui. métier, c'est un métier que bon, je j'aime pas tellement cette appellation-là. C'est un métier qu'on appelle un métier passion, même si pour moi, ça reste mon travail et donc un travail qui mérite un salaire, hein. Totalement. Mais j'aime beaucoup mon travail. J'aime énormément ce que je fais, je suis passionnée par toutes les thématiques d'éducation. Je suis passionnée par, tout ce qui touche à la matière que j'enseigne, donc l'anglais, toutes les différentes techniques, mais aussi le fait que, justement, avec l'anglais, je suis obligée d'entre guillemets «de rester à la page», Mmh. de continuer de pratiquer la langue, une langue qui évolue comme toutes les langues. Donc il Totalement. faut, il faut maintenir en fait ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses à faire aussi, beaucoup de choses à lire. Enfin, ça me permet aussi de continuer
voilà, de m'éduquer, mais aussi, moi aussi, sur toutes les thématiques que j'enseigne, en fait. Donc voilà, c'est vraiment, bon, ça a été un choix réfléchi, hein, et que je regrette pas du tout. Et aujourd'hui, ça fait 14 ans que j'enseigne, finalement. Je crois que je vais Mhm. commencer ma 15e rentrée. Donc Wow. ça passe vite, ça passe très, très vite. Et oui, pour revenir à la Colombie et comment j'en suis venue à enseigner ici à Bogota au lycée français, c'est que, donc comme je disais avant, c'est que j'ai eu un poste fixe dans un lycée dans les Yvelines. Donc un lycée très tranquille, tout se passait bien, bon contact avec les élèves. J'avais que des adolescents finalement, parce que j'avais que du lycée, donc de la seconde à la terminale, donc ils ont à peu près entre 14 et 18 ans. Un public que j'affectionne beaucoup, j'ai beaucoup finalement d'aisance sur le rapport avec les adolescents, les comprendre, les écouter, tout simplement déjà, parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Voilà. Et puis, bon, finalement, au bout de 5 ans, j'ai travaillé 5 ans dans cet établissement-là, je me suis dit, bon, enfin, au bout de la 4e année déjà, je me suis dit, bon, ben, voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Moi, je suis toujours à la recherche de plus. Je suis toujours à la recherche de quelle sera la prochaine étape, comment est-ce que je peux évoluer, comment, oui, comment est-ce que moi aussi je peux m'améliorer et apprendre de nouvelles choses. Et donc là, au bout de 4 ans et demi, je me suis dit: «Bon, là finalement, si je le veux» entre guillemets, hem et si tout se passe bien, je peux rester dans cet établissement-là, enfin voilà, sans limite, quoi. Et je me suis dit: «Bon, c'est pas tellement ce qui me fait plaisir, quoi». Moi, je suis pas du tout comme ça, j'aime bien le changement, j'aime bien la nouveauté. Et puis là, j'avais le proviseur adjoint du lycée, en fait, qui revenait de Corée du Sud. Et donc il me parlait de ce réseau qui s'appelle l'AEFE, le réseau l'Agence des lycées français à l'étranger, que je ne connaissais pas du tout. Et donc il me dit: «Oui, bah, il y a tous les ans, il y a des postes à l'étranger, il y a plein de lycées français dans quasiment tous les pays du monde, c'est un super réseau. Voilà, bah, pourquoi, enfin, je pense que ça pourrait t'intéresser». Et donc là, j'ai commencé à faire des recherches. Et d'ailleurs, il m'avait dit qu'il y avait potentiellement un poste en Corée du Sud, à Séoul. Et moi, ça me fait rêver, moi qui ai vécu en Angleterre et aux États-Unis. Je me suis dit: «Waouh! Ah, ça pourrait être cool, de repartir comme ça». Et donc j'ai fait des recherches et finalement, je me suis dit: «Bon allez, je postule» parce que là, ça fera 5 ans dans l'établissement, c'est le moment de changer. Et donc là, j'ai vu les listes, des postes disponibles, et on peut aussi faire des candidatures, spontanées. Donc j'ai postulé pour 5 pays différents, donc complètement différents. Donc j'ai postulé pour, un poste en Espagne, un poste en Angleterre. J'ai vu qu'il y avait un poste en Colombie, j'ai postulé, un poste en Malaisie et un poste au Sénégal. Voilà, donc je me suis dit: «Bon allez, je postule». J'ai fait tous mes dossiers et cetera. Et puis là, voilà, je crois que c'était en mars, début mars, je reçois un mail qui me dit, «Félicitations, vous avez été, accepté, votre candidature a été acceptée pour le poste de professeur d'anglais au lycée français de Bogota en Colombie». Et là, je me dis: Waouh, bon». J'ai voulu partir, j'ai voulu postuler, mais là, bon, je connais pas du tout, ce pays, j'y avais jamais été. Heu et là, bien sûr, je commence à, bon, pas tellement paniquer, mais surtout peut-être me dire: «Comment va réagir mon entourage, en fait?» Et là, j'appelle ma mère qui me dit: «Non mais comment ça, la Colombie? Ah non, 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 hors de question que tu y ailles, non, c'est où? Enfin, non, non, non». Et puis finalement, je commence à en parler à des amis, qui me disent: «Mais c'est incroyable, enfin, ouais, vas-y, quoi». Et puis là, j'ai répondu, j'avais 72 heures pour donner ma réponse, et j'ai répondu le lendemain en me disant, «Voilà, merci, j'accepte». Mais le délai, il est super court parce que 72 heures, alors que toi, tu connais pas forcément le pays, en fait. Tu vas prendre, ton téléphone, aller sur Google, donc la Colombie, c'est quoi? C'est comment? Tu fait comment, en fait, pour être sûre justement de ce choix-là, finalement? Bah, j'étais pas sûre, en fait, j'étais Mmh. pas sûre. La seule chose dont j'étais, sûre, c'est que je voulais du changement dans ma vie. Mmh. En fait, je voulais un changement. Là, on me donne la possibilité, l'opportunité
d'avoir ce changement, je pouvais pas refuser, en fait. C'est C'était dingue. pas possible. Les 72 heures, c'est parce que en fait, il y a une liste, en fait, de candidats et en Mm. fait, s'il y en a qui refusent, ils basculent sur le candidat d'après, en fait. C'est dingue. Mais ouais, c'est Mais assez c'est court. super, ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, quand je reprends, hein, quand tu parles et tout du métier de prof en tant que tel, ce que j'ai compris, c'est que il s'agissait beaucoup de stabilité, en fait. C'est C'est que ça. ça allait être un métier qui, normalement, te menait bah, justement à rester peut-être dans le même endroit, Oui, avoir ton emploi du temps et tout ce qui permet de concilier la vie pro-perso. Et finalement, ce même métier bah, t'a amené à justement sortir de tout ce décor-là pour quelque chose qui n'a rien à voir, en fait, finalement, tu vois. C'est... absolument, absolument et c'était un peu voilà, le contre-Uno, Ouais, grave. personne ne s'y attendait parce Ouais. que et même mes collègues, hein, finalement, parce que c'était un bon établissement, c'est un lycée, c'est pas forcément facile à avoir Mm. et en fait, moi, je quittais un super poste. J'avais un très bon poste, j'avais des responsabilités, j'étais professeure principale, je faisais des voyages, je faisais même des calls en prépa, sur une prépa scientifique à Versailles. Donc, en fait, j'étais bien, quoi. Enfin, professionnellement parlant, enfin, je cochais plein de cases, j'avais plein de responsabilités, etc. Mais c'est aussi voilà, c'est la routine, hein. J'avais des collègues qui étaient dans l'établissement depuis l'ouverture du lycée et en fait, qui se voyaient y rester, bah, toute leur vie, Mm. quoi. Parce ils avaient leur maison, achetée à côté. Ils avaient, voilà, toute leur routine, toute leur vie déjà, ficelée, quoi. Et moi, enfin, ça n'a jamais été quelque chose, dont j'ai rêvé au final, hein. Mais Mais c'est je trouve ça dingue. ouf que, en fait, que au vu, je reprends un peu les termes de Teg, ça reste un emploi qui reste, bah, on reste que prof, quoi. Et Mmh, toi, à travers ce métier-là, tu as pu et bah, trouver une voie, toujours dans le même secteur, toujours dans la même profession, mais qui puisse te challenger. mmh, Je trouve ça dingue parce que dans les yeux de nous, les autres qui ne sommes pas dans Mhm. ce secteur-là, qui ne connaissons pas, je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent avoir, tu vois, même toi au final, avant que le proviseur vienne te voir et t'en parle, tu ne le savais pas, mais je mmh. trouve ça dingue qu'on puisse avoir aussi d'autres opportunités qui puissent nous faire revoir, revivre, heu, prendre notre métier d'une nouvelle manière Mmh. et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Tu as le même poste dans un autre endroit et ben, en fait, je pense que le décor Mm. et bah, ça t'a fait que, bah, OK, j'ai l'impression de revivre un truc, de dingue, je suis de nouveau prof, en fait, comme si tu avais de nouveau ton C'est CAPES. «Ah ça, tiens, je Mais refais c'est ça» ouf. et c'est Ouais. ouf. Mais grave. exactement. Et là, je rebondis quand même sur quelque chose parce que tu as dit que les gens, en fait, autour de toi, ils s'attendaient à ce que tu restes finalement et tout dans ça. Et là, je pose plutôt la question à Zari et à Hawa. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de renoncer à quelque chose que les gens pensaient être bien pour vous, pour quelque chose d'autre, et finalement qui allait vous permettre d'avoir votre propre équilibre? Moi, plutôt l'inverse, de C'est vrai? prendre quelque chose où Ouais. les gens estiment que ce n'est pas, et bah, ça coïncide pas, tu vois? Ah. C'est Mm, pas à mon niveau ou à ma valeur, tu vois? mm, Et parce que des fois, bah, j'aime bien réfléchir avec un peu mon cœur ou faire les choses, j'essaye de voir, en tout cas, des aspects qui, dans ma profession, en fait, il faut le faire pour savoir. mm. Et généralement, tu vois, notre entourage ne voit pas forcément, ces choses-là, du même œil. Ils voient un peu les choses un peu brutes, quoi. Ah ouais, C'est mais ça. les heures, le salaire, Mais exactement. et ils voient pas, en fait, tout le reste, ce que tu fais au quotidien et ce que ça t'apporte, en fait, au fond Mais de toi. totalement. Et ça, c'est inestimable et au final, bah, il y a que toi qui le vois Mais et eux, ils le voient que 6 mois plus tard: «Ah finalement, en fait, tu as bien fait de prendre ce ouais, poste. t'as fait un bon Tu choix. sens quand Mais même ça, c'est... épanoui. Ah, tu as un Mm, peu plus» mais oui et il y a des choses, en fait, c'est pas palpable, en fait, c'est moi qui le bien sûr. sens et je Mais trouve que c'est Mmh. franchement, c'est un phénomène et tout qu'on retrouve grave parce que, bon, je sais pas si ça vous parle, mais il y a un peu cette projection des peurs en fait des uns et des autres. Oui, C'est que si une totalement. personne, elle se dit que ah, moi, je l'aurais pas fait. Bogota, mais jamais de la vie. Et jamais de la vie. jamais de la Oui, vie. Et finalement, tu vois, totalement. c'est vraiment le fait de projeter sa peur en fait sur toi. Et pour eux, en fait, c'est des choses qui sont de bons conseils, mais c'est des bons conseils pour leur propre personne, pas pour toi, tu Exactement. vois. Et franchement, moi, ça me parle parce que bah, quand j'ai quitté mon poste et tout, justement, bah, c'est la même chose. C'est que voilà, c'est des i, etc., les avantages, mais t'es folle, tu quittes un poste de Oui, cadre, t'as la stabilité. Comme dit, c'est pas
ça, c'est un truc que je répète tout le temps. Je vais jamais, dire que, le salariat ou l'entrepreneuriat, c'est la bonne chose et tout à faire. Par contre, moi, ce qui me convenait en tant que personne, c'était ça et moi, je n'ai pas eu peur de le faire. Donc Mmh. laissez-moi vivre mon truc. Laissez-moi vivre mon Exactement. truc. Et vraiment le mot-clé, c'est la projection, hein. Mmh. Enfin, moi, j'ai dû faire un énorme travail pour essayer de comprendre déjà ce que c'est la projection Mmh. et essayer de m'en détacher et parce qu'en fait, finalement, j'ai dû faire face à ça, bien entendu. Enfin, quand tu as une jeune fille, célibataire, voilà, j'avais à peine 30 ans, je crois, 30 ou Ouais. 31 ans. Donc c'est vraiment les années où en fait, on te dit: «Bon allez, la vie de famille doit commencer, tu dois te marier». Enfin, je suis partie à 30-31 ans, célibataire, sans enfant et je quittais un super poste. Mmh. Donc la projection, heu, même parfois de d'amis, hein, ça a été: «Ah oui, mais du coup, comment tu vas faire? Enfin, ça veut dire que tu vas te marier là-bas, tu vas avoir tes enfants là-bas?» heu, c'était assez, perturbant parce que Ouais. j'attendais le: «Félicitations, c'est génial, Ouais. bravo, c'est une super opportunité, waouh, tu mérites». Mais c'était beaucoup de projections, voilà, d'insécurité, de peur, en fait. Mais ça, je l'ai compris peut-être un peu après. Donc voilà, j'en veux à personne, hein, bien entendu. Oui. Mais voilà, il fallait y faire face et puis c'est bon, ça fait partie du jeu, hein. Mmh mh. Et finalement, je dirais que les personnes qui m'ont le plus encouragée, ça a été, mes collègues, en fait, femmes, qui avaient, la quarantaine passée. Parce que c'était des femmes qui justement avaient aussi, suivi, ce que la société attend ou juste avaient suivi finalement ce modèle-là qu'on attend aussi d'une femme. C'est, bah, voilà, tu te maries à 25 ans, tu as tes enfants et puis voilà, tu achètes la maison à 30 ans et voilà. Sauf qu'elles avaient vécu tout ça. Donc elles me voyaient finalement, à 30 ans et elles m'ont hyper encouragée. Elles m'ont dit: «Mais vas-y, c'est génial, mais quelle opportunité! Waouh, j'aurais rêvé faire la même chose que toi». Enfin, ça a été un réel encouragement. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié et oui, après je me suis détachée de toute forme de projection et puis je savais moi ce que je voulais, en fait. Je savais que je voulais du changement, enfin voilà, finalement bah, comme on me disait tout à l'heure, c'était finalement une vie un peu plan-plan, une routine déjà établie, où j'avais mon poste qui était à 10 minutes en voiture de chez moi. J'avais déjà investi dans l'immobilier, bah, j'étais célibataire sans enfant, donc l'étape finalement d'après, ça aurait été de se marier, d'avoir des enfants et puis voilà, le poste qui est là et puis voilà, la vie est toute tracée. Mais moi finalement j'ai C'est ce que tu voulais. je suis allée à contre-courant en fait. Mmh. 30 ans, Et je tu as suis allée fait dans un ouais. autre pays. Je parlais un petit peu espagnol, mais l'espagnol LV2, voilà, qu'on apprend à l'école. Et là, en fait, ça a été un gros changement. La langue, la culture qui est complètement différente aussi, l'établissement, c'est un tout autre fonctionnement. C'est un établissement qui est, finalement privé, avec des élèves donc qui payent assez cher en fait pour étudier au lycée français. Donc il fallait m'adapter en fait. J'ai dû m'adapter, avoir un nouveau public, de nouveaux collègues, une nouvelle vie, ça a été tout d'un coup. Mmh. Mais je regrette Mais pas une c'est seconde. très bien Enfin, je parce pense que ça que a été l'une des meilleures décisions de ma vie. mais franchement, c'est une très bonne chose et tout pour toi et surtout bon après vous me direz tout ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les 30 ans maintenant, c'est vraiment devenu là, genre, c'est là où «ça commence» entre guillemets. Moi, j'aime dire que le 30 ans est le nouveau 20 ans. On est Moi, d'accord, dans mon, on est d'accord. subconscient, dans ma vie, j'estime que c'est seulement à 30 ans que je commence ma vraie vie. Mais De on est 20 à d'accord. 30, je me découvre. En plus, Exactement. on est à l'école, on est entre les jobs étudiants, on essaie de vraiment un peu se détacher de tout ce qu'on nous a dit, toute notre enfance, nos parents, l'école et cetera. Tu essaies d'un peu réfléchir par toi-même. Tu apprends, bah, comme je disais, à te connaître et c'est vraiment il faut 10 bonnes années pour se dire: «OK, Mais je sais totalement. ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas». J'ai appris des choses, j'ai eu de l'expérience perso Mmh. et comme elle disait, très bien Dienabel et Mmh. bah, tu te détaches un peu et bah, des projections. Bah, parce que quand on a des grandes sœurs, des parents, des cousins, des cousines, ils vont te projeter leur peur. «Ah ouais, tu devrais pas faire ça. Ah mais pourquoi tu fais ça? Ah mais pourquoi tu aimes ça? Ah mais pourquoi Mmh. tu détestes ça?» Et au final, je pense que tu as besoin de ces
de ces années-là Mais pour grave. tester. Ah, finalement, j'aime. Ah, finalement, elle avait raison. Ah, finalement, moi, j'aime, mais elle n'aime pas. Et on a besoin de ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que j'ai rien à ajouter. Ouais, je suis d'accord Exactement. aussi. En fait, c'est vraiment se détacher aussi de ce que la société attend de nous. Parce que c'est pas évident. On est quand même beaucoup dans le brainwash, en fait. C'est ah bah c'est comme ça et pas autrement. Ah bah il faut faire ci et voilà, c'est comme ça. Et parfois on fait les choses et on sait même pas pourquoi on les fait. Mais Pourquoi on a exactement. suivi ce parcours-là? Pourquoi cette décision et pas celle-ci? En fait, faut vraiment se dire: «Bon allez, j'arrête, je réfléchis, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que je veux vraiment?» Et là, on commence la discussion et là, on commence la vraie vie. Mais c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas donné à tout le monde et Mhm. aussi ça demande beaucoup de travail sur soi. Exactement. Mais c'est ça, et j'ai l'impression qu'on le répète à tous nos épisodes, mais la connaissance de soi, c'est trop important. Et Eh ben, surtout pendant cette période. mais tellement. Et j'ai une question, moi, c'est par rapport à la perception que les gens ont d'un enseignant. Est-ce qu'il diffère quand tu es en France et en Colombie? Est-ce qu'il y a toujours, je ne sais pas si dans les pays du type Colombie et autres, on a vraiment, tu vois, comme chez nous en Afrique, où l'enseignant, c'est comme un troisième parent. Moi, je sais, c'était ce que mes parents me disaient quand j'étais à l'école, hein. En primaire, ah non, tu vois comment tu m'écoutes à la maison? Ton professeur, tu dois l'écouter de la même manière. C'est quelque chose qui tend à disparaître, je trouve, maintenant, avec Ouais. les nouvelles générations. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Et j'aimerais savoir, toi, de ton point de vue enseignant, le rapport que tu avais avec les parents d'élèves, les élèves, en France et en Colombie, comment il est? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a cette idée que le prof, enfin, en fonction des cultures, hein, en fonction des pays, soit le prof, ne sert à rien et puis non, c'est moi qui fais l'éducation de mon enfant, vous allez rien me dire. Et puis finalement, il y a cette idée aussi où le prof, c'est la connaissance et puis, il mérite le respect. Moi, finalement, quand j'ai été prof, j'ai reçu, 2 visions complètement différentes. Mes parents sénégalais m'ont dit: «Waouh, c'est incroyable!» Ils ont appelé tout le village pour dire: «C'est bon, ma fille, elle a eu le concours, elle va être prof». C'était vraiment la fierté de tout le monde, quoi. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler, c'était: «Ah oui, non, mais les profs, tout le temps en vacances, les profs, qui se plaignent, qui travaillent que 18 heures par semaine». Et en fait et pas de respect, en fait. Et je me suis dit: «Mais waouh!» Moi, j'entrais avec toute cette fierté et finalement, je me suis pris une claque. Heu et en Colombie, bah, étant donné que je suis au lycée français, il y a le lycée français, en fait, est un établissement très respecté, un établissement finalement d'élite aussi. Donc je dirais que je retrouve ce côté-là du prof quand même qui a une certaine position, une certaine place, dans cet environnement-là, en tout cas, dans cet environnement du lycée français privé à l'étranger. Après, c'est vrai que moi, dans ma carrière, j'ai jamais vraiment eu de gros problèmes avec, des parents ou même des élèves. Ça a été souvent bon, parfois j'ai eu des accrochages avec des élèves, mais finalement sur 14 ans, ça s'est toujours bien passé au final. Parce que c'est aussi, je pense, un contact qu'on établit avec les élèves et puis ensuite avec les parents. C'est si on arrive de manière assez brutale, un adolescent, ça reste un adolescent, qu'il soit avec ses parents ou qu'il soit avec son prof. En fait, un ado va traverser, beaucoup de choses, même si on se dit d'un regard extérieur: «Oh mais c'est bon, il est juste mal élevé, oh et puis il a pas de problème dans la vie et puis pour lui c'est la fin du monde». Bah, en fait, moi je me suis toujours dit: «Bon déjà, oui, un ado, va traverser finalement cette étape entre l'enfance et l'âge enfin, pour arriver à l'âge adulte». Et un ado, tout ce qu'il demande, c'est qu'on l'écoute. C'est qu'on l'écoute et qu'on se dise: «Bon, bah, OK, lui, pour sa perception, pour sa vie, ça, c'est un énorme problème» et on peut pas, nous, arriver en disant: «Oh mais ça va, j'ai déjà vécu ça, c'est rien du tout». Non, il faut le prendre au sérieux, il faut être dans la discussion, il faut être dans l'échange et moi, c'est ce qui me plaît, en fait, dans le métier et finalement, étant donné que je suis arrivée avec cette perspective-là aussi, cette façon de voir les choses, j'ai toujours eu un bon contact avec les élèves, avec les ados et puis derrière, ça s'est toujours plutôt bien passé avec les parents. Donc je retrouve ce truc de rôle, finalement important dans la vie aussi des adolescents, dans la vie de mes élèves. Voilà, je fais aussi une prof,
entre guillemets «cool», les élèves n'hésitent pas à venir me voir pour me parler en dehors des cours et cetera. Mmh. Donc ça j'apprécie bien et je Mmh pense mh. que c'est le la relation de confiance qui est établie qui fait que, voilà, on prend un rôle on a un rôle important dans leur vie aussi. Et tu sais que c'est grâce à toi que je viens de découvrir que les profs pouvaient cumuler certaines fonctions. Par exemple, t'expliquer qu'en France, tu étais également prof, de enfin, tu faisais des cols, dans des prépas et cetera et c'est quelque chose que tu as l'occasion de faire, de nouveau en Colombie? Tu fais autre chose que simplement être prof, dans ce lycée? Tu as réussi à avoir d'autres, responsabilités? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, du coup, bon, vous savez, je pense dans le débat public, les profs, sont pas très bien payés par rapport au niveau d'études et cetera et en fait, moi finalement ce qui m'a aussi motivée, hein, pour aller à l'étranger, c'est le salaire parce on a des indemnités en plus, voilà et c'est vrai que le salaire est beaucoup plus motivant. Du coup, ici, je peux me permettre de finalement juste de me focaliser sur mon métier, même si aujourd'hui le métier a tellement évolué qu'on a beaucoup de casquettes, en fait. Aujourd'hui, je suis à la fois, professeure principale sur, les niveaux de seconde, je suis professeure référente en terminale, donc j'aide, en fait, les élèves sur leur suivi, sur leur orientation, en fait, en classe de terminale, quelle prépa, quelle université, quelle école, ils peuvent choisir et dans quel pays, en fait, aussi, voudraient étudier. Parce qu'en Colombie, finalement, au lycée français, beaucoup d'élèves, soit décident d'étudier en Colombie, soit veulent aller en France, soit aux États-Unis, soit en Angleterre et cetera. Donc on les conseille beaucoup sur beaucoup de choses, les concours à passer, voilà, les tests de langue aussi. Après, je suis aussi, je m'occupe de la prépa, Sciences Po au lycée. Donc, j'aide les élèves à passer les épreuves pour entrer à Sciences Po Paris. Donc Paris et les campus délocalisés. Je suis aussi, coordinatrice, du bac français international qui a été mis en place, l'année dernière au lycée français à Bogota. Voilà, je suis aussi coordinatrice du département d'anglais. Donc je fais pas mal de choses, donc finalement ça m'occupe bien. Et comme je disais, le salaire me permet de, voilà, vraiment me focaliser sur mon travail. Ouais, c'est hyper challengeant, quoi, Mmh, mmh et mh. gratifiant pour toi aussi. C'est ça, c'est ça. En plus du métier qui moi, voilà, qui me plaît énormément, c'est vrai qu'en plus moi dans mon métier, enfin en tant que prof d'anglais, finalement on s'est détaché de cette idée, enfin on n'a plus du tout cette même notion de dire: «Allez, on va leur enseigner l'anglais, Brian is in the kitchen» et voilà. C'est plus du tout comme ça en fait, c'est on utilise la langue en tant qu'outil pour justement, traiter, des sujets divers et variés. Et moi, j'enseigne une matière qui s'appelle AMC, qui c'est Anglais monde contemporain et moi j'aime beaucoup travailler en fait sur les problématiques de la société. Finalement des problématiques qui peuvent se rapprocher de ce qu'on voit en SES, en sciences économiques et sociales ou même en histoire. On va travailler sur le système judiciaire américain, on va travailler sur les inégalités, heu, voilà raciales, mais aussi, de richesse et cetera. Donc ça permet d'ouvrir la conversation et vraiment d'avoir un échange et étant donné que les élèves ici à Bogota ont un niveau d'anglais quand même assez élevé, on peut vraiment, voilà, discuter. Ils apprennent, ils étendent leur vocabulaire et cetera, mais ils ont finalement aussi voilà, cette possibilité d'enrichir leurs connaissances sur pas mal de sujets. On travaille beaucoup moi, j'aime beaucoup travailler sur les pays anglophones en Afrique, le Nigeria, le Ghana et cetera et en fait, ça leur permet aussi, voilà, d'avoir cette ouverture-là sur le monde. C'est ça que j'aime dans mon métier. Et du coup, oui, donc tu as quand même un gros travail de veille et de mise à jour à faire, même toi, pour te cultiver, Absolument. j'imagine. Absolument. C'est ça, en fait. C'est ce qui me plaît aussi, c'est qu'on doit toujours rester à la page. On doit rester à la page en termes de, enfin, pour la linguistique, la langue qui évolue, les nouvelles expressions, et cetera. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Quelles ont été les dernières élections? Voilà, l'année dernière, j'ai travaillé notamment sur, la situation au Canada First Nations, je ne sais pas comment on le traduirait, mais les peuples indigènes, je pense qu'on pourrait le dire comme Mmh. ça, au Canada, qui finalement ont subi et subissent encore beaucoup de discrimination au Canada. Enfin, voilà, vraiment, on travaille sur l'histoire parce que
finalement, le Canada a cette image de pays un petit peu parfait, et cetera, qui se détache beaucoup de l'image négative des États-Unis. Mais au final, ils ont traité aussi, ces personnes-là, heu, de manière très dure et ils traitent encore ces personnes-là, enfin il y a beaucoup de discrimination. Après, moi je suis aussi une prof qui n'hésite pas à dire: «Je ne sais pas» ou «Ah, il faut Mmh. vérifier» et puis si un élève me dit: «Ah oui, non, je sais ça», je dis: «Ah très bien, super, merci», parce que personne n'a toute la connaissance, en fait et quand on part du principe que même en classe, le prof ne sait pas tout, et ben, ça nous rend plus humains et en fait, les élèves sont plus en confiance, je trouve. Tu viens de illustrer pourquoi mes profs d'anglais, c'était toujours mes préférés. Pour de Ah! Ouais, clairement, c'était vraiment je trouve tout ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai pu vivre moi, pendant ma période de collège ou de lycée. Tous les sujets, par exemple, tu vois, beaucoup de la ségrégation ou plein Mmh. d'autres sujets, hein, heu, c'était traité qu'en anglais, tu vois? Qui pouvaient s'apparenter à de l'histoire ou de l'économie ou tout autre, tu vois? Même Mmh. l'écologie, tout Oui. cela, c'était à travers mes cours d'anglais Mmh, mmh et mh. je trouve ça ouf, tu vois, que, comme tu l'as dit, c'est un outil, mais pour sensibiliser à d'énormes sujets et ça poussait à la réflexion, tu vois? En Mmh. terminale, mon prof de lycée nous faisait, faire, des études de com sur des pubs, tu vois? La pub Pepsi là, «We were Oui. work you», tu vois? Mmh. Celle-ci, mais c'était dingue tout ce qu'il y avait comme message codé derrière et c'était en anglais. C'était pas C'est dans génial. et en français, tu vois, c'était un peu plus, bah, on prend notre roman, on lit, tu vois? Alors qu'en anglais, les profs se permettaient toujours C'est ça. d'explorer, d'exploiter en fait toute, tout notre esprit critique, pardon et ça, je trouvais Oui. ça dingue. Et ça fait aussi que, bah, on est toujours un petit peu alerte aussi. Moi, c'est vrai que quand je regarde un film ou quand je regarde une série ou même quand je me balade dans la rue où je vois un panneau publicitaire, je me dis: «Ah, j'utiliserais bien en classe ça» et même le Super Bowl, par exemple, j'en ai énormément parlé avec mes élèves, en fait, parce que la dernière là, Kendrick Lamar, c'était vraiment, enfin, il y avait plein, plein, plein de symboles, en fait, sur l'histoire des États-Unis. Enfin, tu avais Samuel L. Jackson qui s'était déguisé en Uncle Comme Sam. ça. Il y avait énormément de choses à réutiliser et ça, je suis trop Mais passionnée. c'est À chaque fois, ouf, je me dis: c'est «Waouh, dingue. c'est Oui, incroyable». ouais, Non, mais c'est dingue. franchement, mais pareil, j'aime trop et tu sais ce que tu disais, par rapport à l'éducation, en tout cas, anglo-saxonne et tout en général, tu disais qu'on mettait, bah, un peu plus l'humain, en fait, au cœur de la chose et tout finalement et ça, je trouve que c'est même pas que dans l'éducation à proprement dit, mais vraiment dans Mmh. tout. Au niveau spirituel, par exemple, moi, je sais que je suis plus, sensible à certains rappels que je peux avoir et tout de la part des anglo-saxons que ceux et peu des français. Pareil, en fait, je trouve qu'il y a une approche peut-être psychologique, si je peux dire ça comme ça, peut-être, mais qui est plus, intense. Enfin, je sais pas comment vous Dans expliquer. le en fait, nous, on a un je sais pas, peut-être je me trompe et je connais pas tout. On a un train de retard si je reste dans le domaine, Ouais, de la religion, dans le domaine spirituel, où ouais. eux, ils ont beaucoup plus une approche spirituelle et comprendre et vraiment être en phase avec, les émotions. Où nous, on les occulte totalement, tu vois? Où la religion, bah, elle se fait, bah, écoute, les sentiments, on vient seulement de les intégrer maintenant, vous voyez? Quand on Mais parle c'est d'amour, ça, mais on vient pour tout! de découvrir, en tout cas de mettre en avant une part des sciences islamiques qu'on ne connaissait pas avant, alors que les comme tu dis, les anglo-saxons, ils en parlent. Quand on écoute les prêches en anglais et bah, tu C'est dis: pas «Ah pareil. oui, ouais, ouais, je m'entends». Elle parle, ça fait écho avec, ce qu'il y a au fond de C'est moi, ça. tu vois? Et Mais je c'est te trop rejoins totalement, Teg. Mais c'est partout en plus, hein. c'est Dans tout, autant au taf, autant, à l'école, autant dans les rapports humains et cetera. Moi, quand j'étais aux États-Unis, je sais que j'en suis encore, choquée du rapport, comment ils sont trop: «Oh, ils te connaissent pas, mais ils te parlent comme si, Oui, on se connaissait depuis des années» et oui. je sais qu'on était interloqués, tu vois? Et moi, je sais que je suis quand même une personne qui est bah, je suis assez souriante, tu vois? Que je te connaisse ou que pas du tout, je souris tout le temps et ça veut dire que c'est vrai que dans le groupe, c'était vers moi, on allait plus me parler ou me sourire ou me dire des: «Hi sis», tu sais, la dernière fois, tu parlais, du nod et je l'ai vu Mmh. en 4K. J'ai pensé à toi, j'ai vraiment pensé à toi, je me suis dit: «Oh, elle en parlait en plus en pré-entretien», mais on souriait, des Ouais. hommes, des femmes: «Hi sis, hi na», ça me disait les prénoms et je me disais: «Waouh!»
C'est ça, il y a ce truc aussi, oui, de la diaspora, en fait, la diaspora afro-descendante partout dans le monde. Et ça, je le retrouve aussi en Colombie, hein. Enfin, c'est impressionnant. J'étais la semaine dernière à un festival, c'est l'un des plus gros festivals afro en Amérique latine. Ça s'appelle le Petronio, c'est à Cali. Cali, une ville afro colombienne. Et en fait, c'était vraiment, enfin l'Afrique quoi, l'Afrique en Colombie. C'était impressionnant à quel point en fait, tu as cette identité, africaine qui était présente et qui était célébrée surtout. Et puis en fait, on allait dans les stands et tout et il y avait cette familiarité qui était présente. Ça faisait vraiment plaisir Bien. quoi. Oui, Mais parce qu'en Colombie, quand même, il y a quand même une grande part de personnes afro, quoi, qui est oui, oui, présente il y a et 10 ils à assument, cette, représentation-là dans leur ça. pays. Il y a 10 à 12% d'afro-descendants. Donc, OK. c'est à peu près 5 à 6 millions Oh de oui, quand personnes. même. Ah oui, oui, non, bah, la vice-présidente de Colombie, Francia Marquez, est afro-descendante. OK. Quand même, ouais. T'es pas dépaysé alors. Non. Non, non, et c'est important Et pour moi. c'est pas cliché. On pense Colombie, on pense un peu les cartels, le danger. Toi, est-ce que avant de partir, t'as eu un peu ces doutes-là dans ta tête et maintenant, qu'est-ce que tu en penses, vu que ça fait plusieurs années que tu es là-bas? Bah, c'est vrai qu'il y a cette idée de, oui, les cartels, la violence, et cetera. Mais finalement, je me suis vraiment pas attardée sur ça. Alors peut-être que c'était pour me protéger et pour me dire: «Bon allez, j'y vais, pour pas changer d'avis». Mais moi, j'y suis allée, en me disant: «Bon, on me dit que c'est très violent, on me dit que, voilà, il y a cette histoire de violence. Certes, ça peut être le cas, mais je vais me faire mon expérience et puis je vais pas m'arrêter à ça, en fait. Je vais pas me mettre des barrières, je vais pas m'arrêter en me disant: "Voilà, c'est ça, j'ai peur, je n'y vais pas"». Non, je me suis dit: «Bon, bah, il y a des gens qui vivent là-bas, il y a plein d'expats aussi qui y sont. Bah, voilà, il faut découvrir, quoi». Enfin, parce que si on s'arrête à ce que les gens disent, on va nulle part. En tout cas, merci de nous partager tout ça. Moi, je suis en train de voyager là. Ah, mais tellement. Une phrase que je vais poser, que tu m'as dit, que tu as dit et que carrément, c'est ma bio Insta de C'est mon vrai? compte, ascenseur. You can be what you can see. Ah, j'adore cette phrase. Ouais et bah, quand tu l'as dit, ça a résonné en moi. Franchement et à travers déjà tout ce que tu viens de nous dire jusqu'à présent, ça illustre beaucoup le propos que tu avances. Parce que je pense que Hawaii Tech, vous me direz, mais moi, je n'ai jamais vu de prof noir dans, que ce soit homme ou femme, hein. J'ai jamais Mmh. vu une femme noire. Après j'ai eu une prof, antillaise, tu vois? Mais sinon, je n'ai jamais eu de prof noir, toutes matières confondues, de mon, de ma de mon s de la grande section, hein, de la petite section même, jusqu'en terminale. Ensuite, pendant mon parcours universitaire, j'ai eu 2 hommes noirs, mais tu vois, c'était des matières déjà plus scientifiques et cetera, Oui. où en fait, je trouve que je sais pas, peut-être vrai ou faux, mais l'observation que je fais, c'est que dans l'universitaire, on a moins du mal à se dire que, ouais, les étrangers sont peut-être parfois plus forts sur ces domaines-là et cetera et c'était vraiment, des étrangers qui venaient, directement du pays. Par exemple, je me souviens, j'avais une Algérienne en biochimie, j'avais eu je crois, un Congolais en épidémio, tu vois? On Mmh n'avait mh. pas de soucis et c'est pour moi, hein, c'est quelque chose de fort de voir une femme aujourd'hui là, noire, qui était une prof d'anglais dans un lycée comme ça. Tu pars en France, ah tiens, et ben ma prof, c'est madame Lee et moi c'est LY, j'aurais fait: «Ah ndeysaan Korejam», tu vois? Heu, que c'est une femme de chez nous et tu sais, en plus d'être une noire, c'est une Peul quoi, tu Oui. vois? Le double et je trouve ça dingue. Teg, Hawa et même toi, je sais pas, Djenabel, tu as déjà eu un prof noir pendant ton cursus, sco Franchement, jamais, hein, sauf quand j'étais aux États-Unis. Mais il a fallu traverser quand même un océan Atlantique. pour avoir un prof, une prof qui me ressemblait, quoi. Et je me souviens même elle, elle nous disait que c'était la première femme noire à enseigner dans cette université. Donc Waouh! il y a du chemin, en fait, à faire. Et cette situation, moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une citation que je ressors tout le temps. C'est une activiste américaine, qui l'a dite.
Mmh. Et oui, la représentation, en fait. La représentation, c'est hyper important parce que si on n'a pas de modèle en face de nous, si on n'a pas des personnes qui nous ressemblent, on se met vite des barrières et on se dit, bah non, on peut pas faire ça puisque bah il y a personne. Et on peut pas toutes être les premières. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, le fait juste d'avoir un modèle, d'avoir quelqu'un, voilà, qui a fait la même chose, on se dit, oh, bah, c'est bon, je veux être elle, je peux faire ça, je peux, tout simplement. Mais Incroyable. sans la représentation, c'est très, très, très difficile, très difficile. Et même ici en Colombie, ça reste un pays avec 10 à 12% d'afrodescendants, mais ça reste un pays, en fait, où le racisme est très, très, très important. Donc, en fait, moi, dans l'établissement où j'enseigne, en tant que Française, prof, je suis la seule noire. Donc, c'est un problème, Mmh. sachant que en France, voilà, on est quand même beaucoup. J'ai des collègues j'ai une collègue qui est afro-colombienne Mmh. et j'ai un collègue, donc qui vient de partir, qui était afro-cubain, mais c'est tout. Mmh. Sur, Ouais, je c'est crois plus de incroyable. 200 profs. Waouh! Ouais. Je suis C'est quand choquée. même, voilà, on se rend compte qu'on est très seul quand même et on peut pas et on arrive et alors on se dit: «Bon, la charge raciale qui s'ajoute à la charge mentale, du coup, devient importante» parce qu'en fait, on entend des choses qui sont déplacées, on entend des remarques racistes, on entend tout ça et puis voilà, on doit s'armer en fait, on doit s'armer. Alors on peut décider de répondre, on peut décider d'expliquer, mais on Mmh. peut aussi décider de rester silencieux pour se préserver. Et Mmh. moi, aujourd'hui dans ma vie, parfois, enfin, je préfère rester silencieuse et me dire, premièrement, c'est pas à moi d'éduquer, en fait. Google, c'est gratuit. Heu et ensuite, j'ai pas envie de me ruiner ma journée parce que la personne, on va lui expliquer que tel propos n'est pas correct, tel propos est raciste, sexiste et cetera, misogyne. Mais la personne va aller à la confrontation en disant: «Mais non, c'est pas ce que je voulais dire». Alors on va se retrouver finalement à être presque dans l'attaque, la contre-attaque et c'est des énergies négatives. Donc non. Ou bien, la personne, voilà, va le dire avec toute sa légèreté et puis, va passer à autre chose Mmh. et la personne va continuer de passer une journée tranquille. Alors que moi, je sais que c'est quelque chose qui va me bouffer toute la journée, voire la semaine. Mmh. Donc, c'est ça aussi la charge raciale, en fait. C'est vraiment toujours de porter ce fardeau et c'est toujours à nous de réagir et moi, je dis constamment à mes collègues qui sont alliés, des alliés, leur dire: «Mais en fait, c'est à vous de réagir. Moi, je suis Mmh. fatiguée, Mmh. j'en peux plus». Mmh. Donc voilà, c'est aussi ça, enfin, d'être la seule, noire, la seule machin, pour moi, c'est une fierté d'être là, mais je me dis, en fait, c'est aussi Mmh. le miroir qui a un problème dans notre société. Je C'est faisais mon petit calcul, vous étiez quand même 1,5 de noirs et tu disais que quand même en Colombie, il y a 5 à 10 de noirs. On est bien en voilà, dessous de ouais, vous vous rendez compte? mmh, Et vous allez pas me dire: «Oui, quand même dans les 5 à 10 il y a pas que des profs». Mais il y en a quand même, je pense il y qu'en en a Colombie, quand même. il y a certains profs, on n'y sont pas Mmh. 1,5 et je trouve Ouais. ça dingue. Mais là, c'est Ouais. la Colombie, mais au lycée dans les Yvelines où j'étais, en Mmh mh. France, Mmh. j'étais la seule Bah oui, et Mmh. dans les c'était Yvelines. en région parisienne, Mmh. dans Donc c'est les Yvelines. choquant. Donc Imaginez-vous dans en les fait, autres, sous-régions. c'est ça et quand j'ai commencé, je me souviens que j'ai enseigné dans le collège où j'avais été élève. C'est un collège, ZEP, voilà, des Yvelines et en fait, bah, j'avais des élèves dont les parents, m'avaient vu grandir, en fait, dans le quartier Mmh. et en fait, ils venaient tous me voir en me disant: «Waouh, c'est super que tu sois là, ça montre, en fait, que nos enfants aussi, ils peuvent sortir du quartier Mmh. et arriver là où tu es, en Mmh. fait» et enfin, c'était impressionnant. Je l'avais pas vu comme ça mais voilà, les parents étaient super reconnaissants, super contents que j'ai aussi un œil sur leur enfant. Mmh. Ouais, C'est quelque part, tu deviens une référence, on va dire. Mmh. Ouais et j'espère qu'on sera de plus en plus à justement occuper ces espaces-là. Parce que si on est dans ces espaces, ça veut aussi dire que, bah, on peut y être et on a le droit d'y être. On n'a pas à se justifier, on n'a pas à expliquer notre présence, juste à se dire: «Bah, on est là, en fait et on a le Mmh. droit», tout Mmh. simplement Mmh. Mmh. et Mmh. plus on y sera et plus ce sera accepté aussi. C'est ça.
Se Donc rendre compte qu'on a la légitimité d'être là où on veut être, tout en prenant conscience quand même que parfois c'est pas simple d'aller là où on veut exactement, aller. Franchement, exactement. comme tu Ouais. le disais un peu plus tôt, les inégalités, elles sont là, elles sont présentes et il faut pas qu'on les occulte, tu vois. Et généralement, on a tendance à nous faire croire un récit de méritocratie qui n'est pas là, hein. Exactement, ça Et n'existe pas la franchement, méritocratie. Et merci. étant dans l'éducation, je peux le confirmer doublement. Merci, merci, vraiment. Et ça fait, franchement, cette phrase-là, bah, je te la pose, c'est ton étiquette. You can be what you can see. Euh, et je me l'approprie aussi dans le sens où vraiment, ascenseur, c'est de pouvoir mettre en lumière plein de modèles et puis que toutes ces personnes-là puissent trouver enfin un modèle et se dire, OK, je peux faire ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Je vois une personne, Mmh, mmh, mmh. je vois une prof. Je vois une femme prof, une femme noire prof, une femme issue des quartiers qui est prof. Ok, je ne sais C'est pas ça. comment ça va être compliqué, je ne sais pas par où je vais devoir passer, mais je vais essayer, je vais tenter. Parce qu'au final, tant qu'on n'essaye pas, tant qu'on n'entend pas, on ne sait pas de quoi on est capable. Exactement, exactement. Et puis au final, c'est vrai que je suis une femme noire, musulmane, d'origine sénégalaise, prof. Donc je travaille pour l'éducation nationale. Je suis aussi une femme noire d'origine sénégalaise, célibataire, sans enfant, qui vit à l'étranger. Donc c'est pas forcément un récit qu'on entend beaucoup. Et du coup, enfin, moi je veux aussi dire que c'est une possibilité. En fait, c'est une possibilité d'avoir cette vie-là, euh, tout en étant à l'aise avec sa vie, en ayant accepté ses choix. Moi, je suis très très heureuse dans ma vie. Je suis très contente des choix que j'ai faits. Je suis très contente et fière aussi d'avoir ce statut, que ce soit professionnellement, mais aussi personnellement, de me dire, j'habite à l'étranger, j'habite toute seule, je subviens à mes propres besoins, je travaille dans l'un des meilleurs établissements du pays, je suis une bonne prof, une excellente prof, j'aime mon métier, je gagne très bien ma vie, je ne travaille pas gratuitement. Ça aussi, dans le métier de prof, comme on dit souvent, c'est un métier passion. On a parfois du mal à réclamer son dû. Mais pour moi, c'est très important de récupérer son argent. Enfin, on propose quelque chose, on vend sa force de travail, qu'elle soit physique ou intellectuelle, on mérite un salaire. Et en fait, on ne doit pas se mettre des barrières à ce niveau-là. L'argent, c'est malheureusement, c'est ce qui permet de se payer des vacances, c'est ce qui permet d'aider ses proches, c'est ce qui permet de vivre en fait. Donc on peut pas mettre ça de côté. Et il faut qu'en tant que femme racisée, femme noire, il faut qu'on justement qu'on n'hésite pas en fait à réclamer, à demander les promotions, à demander ce poste qui nous paraît inatteignable. Enfin, il faut oser tout simplement parce que si on demande pas, on l'aura pas. Et en fait, enfin, moi, j'essaie d'entrer dans une pièce. Ça, je l'ai entendu dans un podcast. C'était Marie da Silva qui disait entrer dans une pièce comme un homme blanc, voilà, du CAC 40. Moi, j'ai même pas besoin qu'il bosse dans le CAC 40. J'entre dans une pièce comme avec la confiance d'un homme blanc médiocre. Parce que un homme blanc médiocre a une confiance mais alors que nous, on se remet tout le temps en question, on hésite à demander cette promotion, etc. Alors que dans le monde professionnel, on voit des personnes qui sont moins qualifiées, qui sont moins compétents, qui vont aller chercher euh, ce poste-là. Et alors moi, je me dis, en fait, pourquoi j'hésite? Bah, je peux faire ce travail et je peux le faire encore de manière encore plus compétente. Donc voilà, c'est un petit peu mon état d'esprit, c'est que il faut demander les choses et puis il faut avoir cette confiance. Et c'est vrai que parfois c'est pas forcément bien perçu, hein, parce que moi je vais entrer dans une pièce, on va me dire waouh, elle a confiance en elle. Bah oui, merci. Oui, j'ai confiance en moi. J'ai appris en fait à avoir confiance en moi et j'ai confiance en moi aujourd'hui. Et je sais que je fais un bon travail, je sais que je suis une bonne prof, je sais que voilà, je suis arrivée ici en venant de quartiers populaires en France. C'est pas quelques embûches qui vont m'arrêter, hein. Merci. Je pense J'aime qu'on trop. termine. Fin? On appuie sur fin? Le discours. Attends, j'ai une larme à C'est l'œil là. extraordinaire. Oh. Hmm. Merci. On a besoin de ça.
Franchement. Ne reprenez aucune phrase. Tout est pas non, mais c'était exceptionnel, madame. Merci de porter la Moi, voix j'aime de trop. plusieurs d'entre ah non, bravo. Elle veut pas semblant. Tu vois, elle dit pas des choses Mais ouais. bien Mmh. sûr! Non, Non, tu mais es je pas suis là trop pour touchée. arrondir les angles, Merci. ni pour non, les angles sont très droits avec toi et on va Ah te oui, tourner à droite, à gauche. Fin. c'est ça, c'est clair et net. C'était très limpide, merci. Non, mais Ouais. merci et merci vraiment pour la confiance que tu as en toi parce que tu sais, le fait de prôner tout ça, c'est pas quelque chose que les filles comme nous font de façon aussi naturelle. Comme tu l'as dit, ça se construit. Ta confiance en toi, tu l'as construit, tu l'as aujourd'hui. Merci pour ça. Sentez-vous légitime. Et tu sais, comme tu l'as dit, Mmh. tu vas pas avoir la même confiance qu'un homme blanc, etc., etc. C'est le problème, c'est quoi? Et là, je trouve vraiment que c'est un problème et tout au niveau sociétal, c'est que nous, en tant que femmes racisées, on va pas forcément reconnaître ce qu'on fait de bien et on attend Mmh. souvent l'approbation justement, que ça soit des managers ou des profs ou de je ne sais qui, qu'on te dise: «Ouais, c'est bien ce que tu fais» pour te dire Oui. que: «Ouais, je suis légitime et c'est bien ce que je fais», tu Mmh. vois? Mais non, mais moi, ça me touche. Oh là là! Ah, Ben oui, c'est de l'apprentissage, hein. Enfin, j'ai entre guillemets «que 37 ans». Mais voilà, j'ai dû apprendre aussi sur le terrain parce que, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas forcément eu de rôle modèle, on n'a pas forcément eu de personnes, même dans notre entourage, qui ont pu avoir l'opportunité d'accéder à certains postes, à certaines études, etc. Et en fait, il a fallu se battre aussi. Enfin, il a fallu, parce qu'on on nous attend pas dans ce monde-là, sur ces postes-là, dans ces pièces-là. Enfin, moi, j'ai eu, surtout en étant à l'étranger, là, j'ai eu accès à enfin, euh, oui, à des situations, je discute avec des personnes que j'aurais jamais connues en étant en France. Enfin, il y a pas plus tard que le mois dernier, je discutais avec Rokhaya Diallo, qui était à Bogota. Cette femme est inspirante, elle est incroyable et c'est vraiment une voix, je trouve, qui nous représente et qui nous porte et qui nous aide. Et en fait, je me dis qu'en France, j'aurais pas eu ces opportunités-là. Enfin, c'est c'est dingue. C'est vraiment dingue et tu sais, je voulais grave aussi parler d'un sujet parce que tu as pas eu peur de le dire et j'ai apprécié ça. De dire que c'est pas parce que tu fais un métier passion que tu n'as pas peur d'aller réclamer ton dû et que Mmh. des fois, il faut savoir être payé à sa juste valeur. Et aussi, bah, tu as parlé de plein de passions à côté. Tu aimes bien voyager, tu aimes bien faire des activités et d'autres. Et tu as besoin, bah, désolé, hein, ça coûte pas, c'est pas gratuit encore. Je sais pas, est-ce que vous connaissez un bon plan gratos voyage? Moi, je ne le connais pas. Et preuve du contraire, il faut avoir assez de deniers pour aller voyager, dans les 4 coins du monde, quoi. Exactement, exactement. Enfin, c'est le nerf de la guerre, hein. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on nous rabâche tout le temps, mais malheureusement, en tant que femme, déjà. En plus, en tant que femme racisée, on te fait comprendre que, bon, déjà, si on te donne 1 000 € par mois, c'est déjà bien, tu devrais être contente. Pardon? Bah non, en fait. Non, 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 je mérite plus que ça. Ma force de travail, mon expérience, mon intelligence vaut plus que ça. Donc, non, tu vas me payer et tu vas bien me payer. Tout ça, oui, c'est une formation à avoir. Venant de quartiers populaires, enfin, on a dû travailler sur notre façon de parler. On a dû déconstruire l'image qui est véhiculée dans les médias, mais aussi par les professeurs sur nous. Parce que moi, je suis dans l'enseignement, hein, mais je vois aussi les dérives de l'enseignement. Je vois aussi que, ah bah, comment ça se fait qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes dans les filières pro? Enfin, il y a pas mal de problématiques aussi dans l'enseignement. Et on te met dans une catégorie parce que il y a des préjugés sur qui tu es ou qui ils pensent que tu es juste parce que tu es noire, parce que tu es une femme. On va te dire: «Ah bah, elle est plutôt dans l'assistanat, bon bah, elle va faire, une carrière dans le médical, infirmière ou, aide-soignant». Bah non, c'est pas ce qu'elle veut faire, il faudrait Mmh mh. l'écouter, en fait. Là et tout ça, c'est dans le subconscient aussi, c'est des préjugés. Donc ça existe à tous les niveaux de la société. Il faut vraiment se battre. Il faut aussi aider, en fait, sa communauté. Il faut aider, voilà, pour déconstruire, en fait. Et ça passe par le langage. Et toi, tu as fait comment par rapport parce qu'il y a le volet toi
qui a réussi à atteindre ses objectifs, mais comment toi tu fais pour confirmer ton positionnement, tes souhaits, tes envies par rapport à ta famille? Tu sais, comme tu l'as si bien dit, tu es célibataire, tu pas d'enfant. Comment tu fais pour garder cette posture-là face aux parents? Parce que parfois nos parents, ils sont capables de dire: «Mais en fait, tout ce que tu as fait là, ko zéro, ko haybat, wana danyan bingel, tu pas eu d'enfant, t'as pas eu de mari». Ils ont même pas le temps de te parler en français. Il faut qu'ils te le disent en peul pour que ça pique bien comme il faut. Exactement. Non, mais tu sais que cette phrase-là, c'est exactement la phrase que j'ai entendue, mais plusieurs fois, et parfois de proches, très proches, hein. Tu Tu pas de pas de mari. mari, tu pas d'enfant, tu beau avoir tout, ta carrière, etc., c'est zéro. Ouais, c'est zéro au final. C'est Ouais. dur, hein. Ça fait très, très mal. Moi, la première chose que j'ai dû faire, c'est en fait me dire, bon, on peut pas leur en vouloir parce que c'est tout ce qu'ils ont connu. C'est ce que la société leur a dit qu'il fallait, voilà, suivre. C'est pas qu'ils te veulent du mal, mais c'est simplement, en fait, ils veulent que tu sois dans la case. Ils veulent que tu suives le chemin, en fait. Donc il faut se détacher de ça. Il faut Mmh. se dire: «Non mais enfin, forcément, c'est pas zéro. Ils peuvent pas ça peut pas être, ce qu'ils pensent vraiment». Non, mais c'est simplement parce que le «qu'en dira-t-on» aussi, on sait très bien que dans nos cultures, c'est très fort. En fait, moi, tout simplement, j'ai ma mère est venue en Colombie. Elle a vu comment je vivais. Elle a vu, que j'avais un appart de 100 carrés. Elle a vu que, je pouvais aller au resto quand je voulais. Elle a vu que, j'étais entourée d'amis exceptionnels en Colombie, que j'avais des gens vraiment très bien autour de moi. Elle a vu que j'étais en paix avec moi-même, que j'étais heureuse, que j'étais souriante, que en fait, voilà, j'étais bien quoi, que j'étais heureuse, et à la fin, elle me dit: «Ah ouais, tu raison, rentre pas en France». Je me suis dit: «Oui, mission accomplie». Parce que pour elle, en fait, rentrer en France, ça veut aussi dire, c'est bon, elle revient à la raison, elle va trouver un mari et avoir des enfants. Mais du coup, en fait, elle m'a vue tout simplement heureuse en Colombie, et à la fin, en fait, un parent, il veut voir son enfant heureux, tout simplement, et donc elle a fini par, oui, par accepter. C'est vrai que même quand on se parle, elle me dit: «Ah la chance, oh là là», et puis c'est vrai que quand elle est venue en Colombie, ben, c'est fou de se dire aussi que ma mère, enfin, sénégalaise, enfin, est venue qui vient des villages, du Fouta, est venue en Colombie. Elle a fait 10 heures d'avion toute seule. Elle est venue ici. Enfin, c'est impressionnant, et je l'ai sortie, je l'ai emmenée au resto, je lui ai fait découvrir le Sofitel, l'un des plus beaux hôtels 5 étoiles, du pays. Enfin, elle a adoré, elle a vécu sa meilleure vie, hein, et puis elle est allée dans mon lycée. Elle est allée sur mon lieu de travail. Et en fait, elle a rencontré, mon ancienne, proviseure adjointe, qui en fait avec qui j'ai un super lien, et qui est vraiment une femme remarquable, et en fait, cette femme a fait pleurer ma mère parce qu'elle lui a dit: «Ah mais votre fille, c'est un rayon de soleil, votre fille, elle est excellente à son travail, et en plus votre fille, elle est c'est une bonne personne, quoi. Elle fait plaisir à tout le monde, elle apporte des gâteaux au lycée. Voilà, c'est vraiment, enfin vous avez une super fille, quoi», et ma mère, elle pleurait devant la proviseure adjointe. J'étais là: «Waouh!» Mais c'est un peu une consécration aussi quand on voit, parce qu'on voit rarement finalement nos parents directement sur notre lieu de travail, parce qu'ils nous connaissent en tant que: «Ah bah, t'es ma fille, tu comme ci, t'es comme ça», tu leur expliques un peu ton travail. Moi, ça va, ils comprennent parce que c'est prof, mais parfois tu as un super boulot, t'expliques, mais ils comprennent pas forcément ce que c'est, et là, en fait, que de voir le lycée français à Bogota, de rencontrer la proviseure adjointe qui lui parle de moi, mais comme si j'étais, la super prof, et cetera, et du coup, ma mère, elle a pas pu retenir ses larmes, hein. Enfin, c'était super beau à voir aussi. Je peux dire Deysan Tegba. Ah! Hola Deysan, c'est trop mignon. Ouais, Mouais. c'est, Ouais, non, c'est elle s'est immergée dans elle a fait une immersion dans ton monde, en fait, et pour de vrai. exactement. Ouais. Franchement, c'est pour ça qu'il faut, enfin, il faut suivre ses choix, il faut avoir confiance en soi. Voilà, il faut suivre sa route. Bah, si sa route, c'est de se marier à 22 ans, et d'avoir des enfants et d'être heureux comme ça, bah, Mmh. soit, c'est très bien, et voilà. Le tout, c'est d'être en phase avec soi-même, et Mmh. vraiment de faire des choix qui te rendent heureux, et qui fait que tu te réveilles le matin, tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec qui tu es, et tu passes pas une journée à regretter, à te Mmh. morfondre, à te dire: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie?»
C'est pas Mmh. forcément toujours facile parce que il y a quand même la pression de la société, la pression familiale, de se dire: «Oui, bah, à 37 ans, t'as pas d'enfant, t'es célibataire» et cetera. Mais en fait, en contrepartie, je suis pas quelqu'un de malheureux. Enfin, peut-être que ça arrivera un jour, inch'Allah, peut-être pas. Mais entre-temps, je vis ma vie, je voyage, je me fais des solo trips incroyables. Enfin, j'étais en Bolivie pendant 2 semaines toute seule avec mon sac à dos. Enfin, j'étais bien, quoi. Je me suis débrouillée. J'arrive à une gare, on me dit: «Ah bah, le dernier bus est parti, hein». Ah, bon, bah, t'apprends à te débrouiller, t'apprends à aller au-delà de tes limites. Ça sonne un peu cliché, hein, mais c'est vraiment ça, en fait, parce que t'as personne sur qui compter, à part toi-même. Alors heureusement, aujourd'hui, je parle espagnol, vraiment, donc ça m'aide. Mais voilà, tu dois te dépasser, tu sais te débrouiller par toi-même, tu sais être indépendant, tu sais, gagner ton propre argent, tu sais, vivre seul, tu sais rester avec toi, apprécier ta propre compagnie, toi et tes pensées. Enfin, voilà, enfin, moi je vois pas ce que je peux faire de plus, quoi. Je suis en phase avec moi-même et avec mes choix. Mais comment est-ce que tu as fait du coup pour, apprécier ta propre compagnie? Ouais, alors je pense que déjà j'avais pas trop le choix parce qu'on peut p enfin, voilà, en étant célibataire sans enfant, bah, oui, t'es là, bon, tes amis sont pas toujours dispo et tu pas toujours ta famille, tes frères et sœurs avec toi et en fait, moi j'aime bien tout simplement, j'aime bien être avec moi-même, j'aime bien me poser dans un café, lire un livre. Ça, c'est pour moi, c'est la définition de oh là là, un moment de douceur incroyable. T'as ton petit cappuccino, t'as ton livre, t'as ton enfin voilà, t'es juste en train de t'es plongé dans ton bouquin et personne te fait chier. Enfin, tu te déconnectes même des écrans et t'es bien, quoi. Enfin, après ça a pas été facile, c'est pas facile tous les jours non plus. Mais moi, c'est quelque chose qui me gêne pas et même là, par exemple, j'étais en voyage pendant 3 semaines et demie avec on était 5, donc 2 amis d'enfance, une amie que j'ai connue en Colombie il y a 2-3 ans et ma sœur. Donc on était 5, on avait Airbnb à chaque fois et ben, moi, il y avait des moments où j'avais besoin d'être toute seule. Alors je leur disais: «Bah, écoutez, là, je vais aller dans un café». Je prenais mon bouquin, je m'asseyais pendant 2 heures, je rechargeais mes batteries, en fait, aussi. Parce que le calme d'être tout seul, d'être avec ses pensées, de refaire un petit peu un bilan aussi de soi, de se dire: «Bon allez là, il y a eu ça, peut-être, ça m'a gêné ou ça, quel a été le super moment?» Voilà, juste se poser, écrire. J'aime bien écrire aussi, j'aime bien faire écrire dans un journal et ça m'a énormément aidée pour plein de phases peut-être un peu plus difficiles aussi de ma vie. Ça me permet en fait de vider mon esprit et de tout mettre sur papier. Et de me dire voilà et je suis quelqu'un qui fait beaucoup de listes aussi. Enfin, c'est voilà, c'est des petites choses comme ça et vraiment, ouais, c'est ces petits moments, en fait, où tu es seule, moi, j'ai appris à les apprécier et aujourd'hui, je les vis pleinement et je les réclame quand je les ai pas assez. Merveilleux et tu sais, j'allais demander quoi, au milieu, de l'enregistrement? Est-ce que tu comptes écrire un livre un jour? Parce que je pense que moi j'irai bah, si tu as besoin de faire un GoFundMe ou quoi que ce soit pour faire n'hésite mais vraiment, n'hésite pas. Je pense que tu as des choses à raconter et tu peux inspirer énormément de gens parce que, Alors, j'y ai jamais pensé, mais je me ferme pas de porte, hein. eh ben, ne te ferme surtout pas cette porte-là. Écoute, C'est gentil. ça peut être, c'était ma petite parenthèse à moi les filles. Merci Diarry pour cette proposition et voilà, chez nous, chez Ascenseur, on mène à des reconversions pro aussi. Donc Faites bah, appel à Madame Ambition exactement, n'hésitez pas si vous voulez un pour rediriger dans le parcours professionnel. exactement, faire un point sur votre vie pro, sur votre carrière et sur tous les domaines de vie, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, on va finir cet épisode avec nos questions signatures, nos questions phares. Alors, Djenébel, quels sont tes modèles de réussite? Alors, les modèles de réussite que j'ai, honnêtement, hem, bon, déjà, de manière générale, je dirais n'importe quelle personne qui est en phase avec elle-même, qui fait quelque chose, à la fois professionnellement ou qui a établi une vie personnelle qui lui convient. Pour moi, ça, c'est un modèle de réussite. Heu, pour moi, personnellement, un modèle de réussite, ça va être, une femme comme, je sais pas si vous connaissez, Tracey Ellis Ross? La fille de Diana Ross qui, a la cinquantaine, qui en fait, voyage seule, qui n'a pas de mari, qui et en plus elle va pas,
blâmer, voilà, enfin, elle est pas aigrie du tout, elle est juste heureuse, en fait. Elle est heureuse d'être qui elle est, en phase avec elle-même. Elle vit sa meilleure vie, elle voyage, hôtel 5 étoiles, et cetera. Elle a plein de thunes en plus. Enfin, voilà. Pour moi, ça, c'est un modèle de réussite, mais pour moi, il y en a pas qu'un seul, en fait. Ça peut être une femme, comme j'ai cité avant, Rokhaya Diallo, qui inspire des millions de personnes et surtout qui est un rôle modèle incroyable. Et on a de la chance de l'avoir en France. Pour moi, oui, c'est quelqu'un qui va, oui, en effet, qui va suivre, en fait, sa voie, tout simplement. Ça, c'est un modèle de réussite. Merci beaucoup. On adore la réponse. Et du coup, autre question, pour toi, c'est quoi la réussite selon Jenny Bell? Moi, je dirais, premièrement, se détacher, en fait, de ce que la société attend de toi. Pour moi, ça, c'est un modèle. Vraiment de se détacher de la pression de la société, de faire ce qu'on aime dans la vie. Ça, c'est un modèle. Heu, je dirais oser, tenter, ne pas se mettre de barrières. Ça, c'est important également et je dirais apprécier sa propre compagnie et réclamer son dû, ne pas travailler gratuitement. Pas travailler Jenny là Bell. donc l'argent quand même, c'est important. Oh, mais c'est L'argent, c'est important, merci important. Dans Lucie, ce monde, dans le monde dans lequel on très vit, l'argent, c'est important. important. Mmh. L'argent, c'est important. Donc et je dirais qu'il faut un peu plus qu'on sensibilise les femmes et surtout les femmes racisées aux finances, au monde de la finance. Comment gérer son Mmh. argent, comment investir, comment, oui, être à l'aise, en fait, financièrement. Parce qu'on Ouais. parle pas assez d'argent, je trouve. Totalement et la dernière fois, j'en parlais, c'est pas parce que vous êtes mal à l'aise de ne pas aimer l'argent que les gens doivent être mal à l'aise d'aimer de l'argent. En fait, Ouais, si tu aimes exact. l'argent, laissez les gens aimer l'argent, travailler pour avoir de l'argent et avoir beaucoup d'argent. Si ça les convient et qu'ils Exactement. aiment, laissez-les Mmh. tranquilles, s'il vous plaît, merci. Exactement. Surtout, enfin, les personnes qui vont dire ça, c'est des personnes qui sont déjà à l'aise financièrement. Et en fait, qui vont dire Ouais. des bobos qui vont dire: «Ah bah, le capitalisme». Désolée, mais en tant que fille d'immigrés, de parents qui ont traversé des galères et qui sont arrivés dans un nouveau pays, qui ont travaillé toute leur vie, ne me dis pas ça. Moi, je Bien travaille sûr. aussi à atteindre un niveau de vie, qui dépasse finalement les espérances de mes parents. Totalement. On n'a pas le même train encore. Eux, ils ont eu le temps Mmh. de vivre ce que leurs parents ont vécu, ce que nous vivons, en fait. Donc laissez-nous vivre, au rythme, en fait, Exactement. à notre Mmh. rythme. C'est pas à votre rythme parce que vous avez décidé que c'est bon, c'était fini d'avoir beaucoup d'argent, que maintenant, après avoir bien, utilisé toutes nos ressources planétaires, avoir bien Ouais, utilisé toute notre énergie et bah, tout le monde devait faire pareil que vous. Et bah, non. Fallait y penser exactement. avant. Voilà. Je dis pas Ouais. que non plus, il faut pas avoir une conscience écologique, hein, non. Ayez une conscience écologique, mais ne vous laissez pas non plus avoir, par toutes ces personnes autour de nous qui, vous inquiétez pas, hein, ils sont rentiers depuis des générations et ils vous C'est disent: ça. «Ah non, mais ah, il faudrait quand même passer à l'électrique, hein. Et si on arrêtait, le balai, l'aspirateur et puis on retournait au balai à manche, hein? Pourquoi pas le balai Afrique, le temps tu y es, va, Ouais. hein?» Qui est, soit dit C'est soit, ça et très efficace, hein. Mais bien Oui, sûr, Qui est ah non, efficace mais de ouf! je dis pas qu'il est efficace, mais en termes de gain de temps, hein, et de d'ergonomie, je sais pas si on coche toutes les cases là. c'est ça, Mmh. c'est vraiment en fait, ça va avec toute la narration, tout ce qu'on dit depuis le début. C'est vraiment ne pas rester à sa place. C'est et je cite encore le bouquin de Rokhaya Diallo, «Ne reste pas à ta place», qui moi, encore une fois, m'a beaucoup aidée, en fait, à me dire: «OK, faut pas que je reste à ma place, en fait» et c'est un peu l'histoire de ma vie, finalement, parce que je suis Mmh. pas restée à ma place, à tous les niveaux, professionnellement, personnellement, voilà et c'est ça, il faut aller chercher les euros ou Mmh. les dollars, hein. Il faut, hein, ou les pesos Et colombiens. toi, Djenébel, tu estimes avoir réussi aujourd'hui? Oui. Oui, oui, oui. Si j'ai des en fait, et encore pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu un message vocal d'une élève avec qui, en fait, ça s'était pas très bien fini. L'année s'était pas bien finie. L'année s'est terminée en juin, là. Parce qu'en fait, elle vivait quelque chose de pas cool et moi, j'étais enfin, j'étais après elle parce qu'il fallait qu'elle rende des dossiers pour le bac et cetera. Donc les échanges étaient assez houleux. Avant-hier, donc on est au mois d'août, hein, je reçois un message vocal de cette élève sur WhatsApp qui me dit: «Madame, voilà, je voulais vraiment pas que ça se termine comme ça,
voilà, je voulais vraiment m'excuser, je vivais quelque chose de pas bien, mais je voulais vous dire que vous êtes une personne exceptionnelle, vous êtes l'une des meilleures profs que j'ai eues, voilà, vous m'avez beaucoup aidée et surtout vous, en tant que prof, mais aussi en tant que personne, en tant qu'être humain, vous êtes vraiment exceptionnel. Et en fait, bah, moi, j'ai réussi. Enfin, je me dis: «Mais waouh, cette élève-là, on a fini l'école en juin et elle m'envoie un message vocal en août pour me enfin, juste pour me faire plein de compliments et oui, me présenter ses excuses, mais en fait, c'est une adolescente, enfin, qui a 17-18 ans, quoi. Bah, ouais, en fait, si j'ai pu instaurer cette énergie-là, bah, moi, j'ai réussi. On peut applaudir. Non, vraiment, j'ai des discours comme ça. Franchement, on a besoin de plus de femmes comme toi, Djenébel. Honnêtement. Parce qu'il y a un Désolée, gros mais vous problème savez sur, que ça depuis appelle la perception de soi. depuis tout à l'heure, je remets ma vie en question là. Oh! Non, je me demande: «Est-ce que j'ai vraiment fait mes choix pour moi?» Parce que je sens, tu sais quoi? À travers cet échange, l'épanouissement. L'épanouissement que Mmh. et ça on aime bien le répéter, hein. Quand tu fais un travail qui te passionne, tu as pas la pression de travail et cetera, mais en fait, toi, ça va au-delà de ça. Tu Mmh. te il y a une part d'engagement, il y a une part de toi, c'est ce que tu aimes et bah, OK et je sais pas, c'est beaucoup tu coches à il y a beaucoup de dans ma tête, ça fait gling, 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 gling. Je vois toutes les lumières s'allumer et je me dis: «Mais Diarry, écoute, est-ce que toi, tu as vraiment fait ce que tu aimais ou tu es passé à côté?» C'est la Mmh. question et je sais pas si les auditrices vont aussi, à la fin de cet épisode, se poser cette question-là. Waouh! En Derry, tu veux fait, que je t'accompagne? Deg et enfin, là, tu je je vais t'accompagne. prendre rendez-vous pour la rentrée avec, Madame Ambition. Ouais. Non, Écoutez, mais c'est trop intéressant et ça me parle parce que mmh, finalement, c'est pas une question juste de carrière et c'est pourquoi on entend beaucoup de personnes parler d'avoir une vie alignée parce qu'une vie alignée, ben, c'est un tout. Mmh, En fait, c'est Mmh. un tout. Genre, si tu es dans une vie de famille, et ben, avoir une vie de famille qui te convient. Si, bah, tu es seul, avoir une vie genre solo qui te convient, Mmh mh. que tu puisses entretenir tes mmh, relations avec tes proches, qu'au niveau de ta spiritualité, tu sois OK. C'est ça, en fait, c'est vraiment mmh mh. toutes ces cases et mmh, tout qui doivent être, comment dire? Genre, ça doit être harmonieux, en fait totalement. et franchement, c'est super intéressant. Merci vraiment, Diane Belle, parce que Mmh, je trouve vraiment ton parcours très inspirant et encore une fois, exactement. on l'a bien vu par rapport à cet épisode. Les gens te le disent et je pense que ce n'est pas du tout pour rien. Parce que là, en l'espace de voilà, là, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Peut-être 1 heure et je pense Ouais. ouais, 1 heure, ouais, 2 heures. Bah, tu m'as redonné aussi confiance en moi. Non, C'est mais que le c'est podcast, il a du sens. Donc c'est tot Ah, je pense, c'est nous qui et excusez-moi les filles, avant de bien. couper, Hein? il y a encore une autre question que j'aimerais te poser, Djenébel. Si tu as 3 conseils tout de suite à chaud à donner à nos auditrices, ce serait quoi? Oh là là, sans me répéter, être une bonne personne, vraiment. Enfin, ça peut paraître un conseil banal, mais en fait, je trouve que c'est hyper important de se dire: «Bon, j'ai quand même fait du bien et je dors bien la nuit». Mmh. Parce que, enfin, agir contre ses valeurs, c'est enfin, faut l'assumer, quoi, derrière et en fait, moi, c'est ce que j'essaie de me dire, à la fois dans mon métier, mais aussi dans ma vie personnelle, de me dire: «Bon, j'essaie d'être quelqu'un de bien». Après, on fait tous des erreurs, mais en fait, le fait de moi, je suis toujours dans la réflexion. Bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai pu, dire un propos qui aurait pu éventuellement heurter quelqu'un? Et en fait, je le fais dans mon métier déjà tous les jours parce que parfois je rentre et je me dis, «Ah mince, là j'ai dit ça à un élève, c'est possible que ce soit pas très bien passé». Et le lendemain, je vais voir l'élève en lui disant: «Écoute, là, je t'ai dit ça, bon, je m'en excuse, c'était vraiment pas ce que je voulais dire» et cetera. Et en fait, je suis toujours dans cette réflexion, en fait, de me dire: «Bon, bah, allez, j'essaie d'être quelqu'un de bien, et de faire le bien autour de moi» et c'est un métier qui me permet, entre guillemets, aussi de détendre ça. Ensuite, je dirais, ne pas se mettre des barrières, ne pas se mettre des limites, tenter et garder cet esprit ouvert qu'on peut perdre quand on arrive à l'âge adulte, surtout à 30 ans, de vivre de nouvelles expériences, ouais, il y a un cours de salsa qui te plaît et que tu as jamais fait de salsa, ben vas-y, tente. Qu'est-ce que tu risques? Rien. C'est pas grave, tu vas te ridiculiser pendant 1 heure ou pas. Peut-être que ça va te développer une nouvelle passion. Juste tenter, s'ouvrir l'esprit, d'aller dans ce pays dans lequel tu as toujours rêvé d'aller. Tenter les choses, ne pas se mettre des barrières, ne pas se mettre des limites. Hem
Et la dernière, je dirais, faire de l'argent, hein. On a besoin d'argent pour avancer. Franchement, Grave. merci. Merci. Je note ces conseils. De toute façon, tout l'épisode, au final, c'était que des conseils tout le long. Mm. C'était mindset à adopter, chemin, en tout cas, comment réfléchir pour suivre sa voie. Mmh. Merci, franchement, on te remercie. Je ressors ressourcée. Ah, c'est bien. Oui, Merci c'est à vrai. vous de C'est merci vrai. à vous d'avoir, Non, mais d'avoir c'est pensé à vraiment. moi et merci pour le travail que vous faites aussi. C'est important d'avoir ces espaces-là, ces espaces Mm. pour nous, par nous aussi et bah, pas que pour nous finalement parce que ça peut être justement ça peut permettre d'ouvrir aussi, à d'autres Ouais. communautés, à d'autres personnes, aux hommes aussi. Totalement. Enfin, Mm. voilà, c'est aussi, c'est de l'éducation que vous faites. C'est partager le savoir, partager des expériences qui peuvent, Ouais. bah, ouais, enrichir, Ouais, finalement, partager la des, vie des d'autrui. parcours qu'on voit pas, quoi. Ce que j'aime, c'est que tu vas découvrir en profondeur, tu vas te renseigner sur les cultures, tu vas tester. Et comme tu as dit, moi, je retiens beaucoup ça de cet épisode, c'est à la fin que tu l'as dit, essayer de nouvelles choses. Mm. Mmh. Essayer d'aller à un atelier peinture. Je dis Mm. n'importe quoi. Aller faire de la poterie. Mm. Mais, Ouais. mais là, demain, je vais voir ce qu'il y a. Je vais essayer quelque chose. Bah, Non, mais c'est vraiment, je ça. suis sérieuse, genre. Ah Je vais franchement mettre ça, c'est c'est vrai. super bien parce que, Mm. enfin, moi à un moment donné, j'étais, ultra fan de foot et donc je regardais beaucoup de foot à la télé et en fait, à un moment donné, j'ai complètement arrêté parce que j'avais l'impression que ça me prenait tout mon temps et je m'ouvrais pas à d'autres activités et en fait, quand j'ai Mm. arrêté, je me suis mise à la pâtisserie et aujourd'hui, je fais beaucoup de pâtisserie, classique française et aussi je fais de la couture. Enfin, j'ai fait des robes et cetera et Désolée, je suis il bien. faudra qu'on fasse un deuxième épisode. Ouais, Il faut qu'on fasse un la deuxième épisode, les pâtisserie, les filles, hein. gars. Ah ouais, c'est vrai que tu as goûté ma tarte, pistache framboise. Moi, j'ai peur. J'aime pas la Faut goûter, framboise, je vais mais te tartes garder. pistache, là. Oh. Eh, j'en reviens pas. Et elle vient toujours avec ses plateaux, ses cupcakes. Tu m'étonnes qu'ils kiffent. Toi, t'es bizarre, toi. Je sais comment. Je sais comment tu les attrapes là. Je sais, t'es trop forte. Elle donnait des trucs au portero. T'imagines, le portero, il se trouvait avec des bêtes de pâtes. Ah non. Ah mais oui, mais c'est ça, moi j'aime bien et en Et fait, c'est... la pâtisserie, c'est bien parce qu'en fait, c'est vraiment le truc qui fait plaisir. Oui. Moi, ça me fait Ouais, plaisir franchement de rester dans ma cuisine pendant 4 heures parce que je suis ouais, très je vois. méticuleuse, je suis très, voilà, carrée. On me dit 122 grammes de farine, moi je vais mettre 122 grammes, pas un de plus, pas un de moins. En Ouais. fait, ça me permet de me enfin de travailler cette rigueur, en fait et ça j'aime bien et c'est comme une forme de thérapie, en fait. Je suis dans ma cuisine, je mets même pas de musique, je mets rien, hein. Je suis avec mes recettes, Hmm. 4 heures, je fais mes gâteaux et en fait après ça apporte aussi du plaisir aux gens. Bah, c'est tout bénef. Ouais. Ok, on va t'appeler Brie. Brie. Ah! On va taper pour ce deuxième épisode. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Jenny Bell, pour cet échange inspirant, enrichissant. Personnellement, j'ai pris des notes dans mon cerveau parce que je voulais rester concentrée. Mais je pense que Teg, Jerry et moi-même, on en ressort changé et on réitère, on renouvelle nos engagements vers cette cause. En tout cas, moi, je me suis dit, c'est ascenseur, c'est ça. C'est des profils comme toi dont on a besoin et dont les personnes disent les termes. On a besoin de ça, pas de faux semblants. Venez comme vous êtes. Donc, encore une fois, merci beaucoup au nom d'Ascenseur et je sais que nos auditrices vont adorer cet épisode. Grave. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.